Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos politique économique de niveau L2. Tout au long de cette série de vidéos, il sera fait allusion aux notions qui ont été abordées dans les vidéos macro L1. J'essaierai de revenir au maximum dessus chaque fois que cela sera nécessaire, mais pour des explications plus complètes, plus précises, il faudra vous tourner vers ces vidéos précédentes. Je précise également que cette série de vidéos n'a pas pour vocation à se substituer à un vrai cours donné par un professeur compétent et agrégé. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Il sera beaucoup plus formateur pour vous de regarder d'abord le cours du prof et si vous n'avez pas compris, de prendre ces vidéos comme un complément. Ce n'est pas un substitut du cours, selon moi. Bien, maintenant que cela est dit, commençons par parler un petit peu de monnaie qui va être le fondement un peu de ce cours et commençons par définir sous quelle forme trouve-t-on la monnaie. Eh bien, on trouve la monnaie sous trois formes différentes. La première, c'est la monnaie métallique. La valeur de la monnaie dépend du métal et du grammage de ce métal. C'était par exemple le cas des drachmes à Athènes ou des louis d'or en France. Cette monnaie n'est plus utilisée aujourd'hui. Le deuxième type de monnaie qui existe, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui vient du latin fidus, la confiance. Ainsi, la valeur de cette monnaie provient de la confiance qu'ont les gens en cette monnaie. Par exemple, un billet de 20 euros ne vaut 20 euros que parce que j'estime qu'il vaut 20 euros et que vous estimez qu'il vaut 20 euros. Mais sa valeur intrinsèque, sa valeur de création, n'est clairement pas de 20 euros. Elle est de quelques centimes et encore j'en suis pas sûr. Ainsi, par exemple, si je vous tends un simple morceau de papier avec écrit 100 euros dessus et je vous dis t'inquiète, ça vaut 100 euros. Bon bah là, vous allez m'envoyer balader, vous allez me dire non mais tu déconnes. Enfin, ça vaut pas 100 euros, c'est un bout de papier avec écrit 100 euros dessus. Ok. Mais si je vous tends un vrai billet de 100 euros, enfin un billet homologué par la Banque centrale, eh bien vous allez le prendre et vous allez considérer qu'il vaut 20 euros, enfin qu'il vaut 100 euros parce que vous savez que les gens autour de vous accepteront le fait qu'il vaut 100 euros. Ils ont confiance dans cette valeur et vous aussi. Tout le monde a confiance dans le fait que ça vaut 100 euros et vous vous posez pas de questions. Donc c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, pièce et billet. La monnaie dépend de la confiance qu'on lui accorde et elle est imprimée uniquement par la Banque centrale qui a le monopole de sa création. En Europe, c'est la Banque centrale européenne qui imprime les billets quand elle en a besoin ou quand elle en a envie. La troisième forme de monnaie est la plus répandue, même si on ne la voit pas, c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Il s'agit d'une écriture comptable. Elle n'existe que sous forme de ligne de compte et est créée par les banques commerciales. Tout simplement, c'est une ligne de compte, elle n'existe pas en version réelle. C'est ce qu'on utilise quand on paye par carte bancaire, par chèque. On ne touche pas la monnaie, c'est une simple ligne de compte. Ok. Maintenant, on peut regrouper la monnaie au sens large sous trois grandes catégories en fonction de leur taux de liquidité, c'est-à-dire suivant s'il est plus ou moins facile d'utiliser cet argent pour faire des achats. On a la première, M1, le premier compte M1, qui représente les billets et les comptes à vue. C'est-à-dire que c'est très facile d'utiliser cet argent. Je peux utiliser un billet pour aller payer à la boulangerie, je peux retirer très facilement de mon compte. Voilà, on peut utiliser très facilement cet argent, c'est parfaitement liquide. Il y a ensuite les comptes M2, qui comprennent les comptes M1 plus les comptes sur livret, par exemple livret A, caisse d'épargne. C'est un peu moins facile d'accès, mais ça reste très facile à utiliser, c'est assez liquide, moins que la monnaie, mais assez liquide tout de même. Et ensuite, on a M3 qui comprend M2 et qui comprend tous les actifs financiers qu'on ne peut pas utiliser comme ça. Par exemple, les actions, les obligations. Je vous mets au défi d'aller payer dans une boulangerie avec une action et une obligation. Pas sûr que ça passe, je sais même pas si c'est légal. Pas sûr. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, M1, M2, M3, la masse monétaire. C'est toute la monnaie qui est présente dans l'économie. À côté de ça, on a ce qu'on appelle la base monétaire. La base monétaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est M1 plus les réserves auprès de la Banque centrale plus les facilités de dépôt. Ce n'est pas à confondre base monétaire et masse monétaire. La masse monétaire, c'est la masse de monnaie qu'il y a dans l'économie. Et la base monétaire, c'est différent. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer. C'est M1 plus les réserves auprès de la Banque centrale plus les facilités de dépôt. Bon, voilà, c'est un peu de l'argent
C'est de l'argent qui ne peut pas être utilisé, plus ou moins, voilà. Mais ne confondez pas masse et base monétaire, c'est le plus important. Très bien. Les banques commerciales peuvent réaliser deux types d'opérations. L'intermédiation bancaire et le crédit bancaire. Alors, si on regarde, nous, sur les comptes des banques, c'est impossible de distinguer les deux. On ne sait pas qu'est-ce qui relève de l'intermédiation bancaire, qu'est-ce qui relève du crédit bancaire. C'est impossible à distinguer parce que ce sont deux opérations très proches, mais qui relèvent d'une différence fondamentale qu'il faut bien comprendre. Et on va voir ça tout de suite. L'intermédiation bancaire peut se résumer par l'adage « les dépôts font les crédits ». Ok ? Voyons voir ce que ça veut dire. C'est littéralement « les dépôts font les crédits ». La banque va utiliser l'argent déposé sur le compte de ses clients pour le prêter à d'autres personnes. Il y a une sorte de transfert et il n'y a pas de création monétaire. Retenez ça tout de suite, il n'y a pas de création monétaire. La banque, lors d'une intermédiation bancaire, ne va pas créer de monnaie supplémentaire. Et je vais illustrer cela par un exemple. Imaginons, Hermione possède 100 euros. Voilà, elle a 100 euros. Elle veut le mettre sur son compte à la banque A, à Gringotts, pour ceux qui ont la référence, bien sûr. Donc elle va déposer 100 euros à la banque A. La banque A a donc sur ses comptes à elle également 100 euros. Elle ne va pas laisser ces 100 euros stagner, ne rien faire. Donc elle va les utiliser et les prêter à Harry qui en a besoin pour faire des choses. La banque A va donc utiliser les dépôts d'Hermione de 100 euros pour le prêter à Harry. D'où les dépôts font les crédits. Et il n'y a pas de création monétaire parce qu'à la base, il y a les 100 euros d'Hermione. Au final, il y a les 100 euros que la banque prête à Harry. Il y a toujours 100 euros. L'égalité est respectée, pas de création monétaire. La banque A juste fait un transfert du compte d'Hermione vers le compte de Harry. Bon, évidemment, Hermione peut utiliser ses 100 euros quand elle le souhaite, et Harry devra rembourser. Mais voilà, la banque fait juste des transferts, elle utilise l'argent qu'on dépose pour le prêter à d'autres. C'est de l'intermédiation bancaire. À côté de cela, il y a les crédits bancaires, qui sont légèrement différents, et qui peut se résumer par l'adage « les crédits font les dépôts ». On inverse deux mots, et ça forme un nouvel adage. Cette fois-ci, la banque va accorder un prêt en créant la somme nécessaire à l'aide d'une ligne de compte. Le demandeur va donc voir son compte crédité de la somme empruntée. Il y a un dépôt qui s'est créé à la suite d'une opération de crédit. On va illustrer cela par un exemple. Toujours la banque A, sauf que la banque A aussi n'a pas de dépôt de 100 euros. La banque A va créer 100 euros de monnaie et va les prêter à Ron sous forme de crédit. Il y a donc 100 euros crédités sur le compte de Ron. La banque fait un crédit qui va se transformer en dépôt sur un compte. Et comme on peut le voir, il y avait 0 euros à la base et la banque a créé, comme ça, la banque a créé littéralement 100 euros. Et ce qui va se passer, c'est que quand Ron va rembourser son crédit, on retournera 0 euros. Il y aura destruction monétaire. C'est un processus de construction-destruction monétaire. Voilà, la banque, c'est important de bien comprendre que la banque a littéralement rajouté une ligne de compte, elle a mis plus 100 euros, voilà. Et elle a décidé comme ça de créer de l'argent. Il y a des conditions derrière, mais voilà, le principe c'est, elle fait apparaître l'argent ex nihilo à partir de rien. Littéralement. Très bien. Et on peut dire qu'entre les deux parties, donc entre la banque et Ron, dans ce cas présent, dans ce cas en l'espèce, eh bien, il va se créer une obligation réciproque, un engagement croisé. Ron doit rembourser le prêt et payer les intérêts qui vont constituer le profit de la banque. Et à l'inverse, la banque doit permettre à Ron d'accéder à 100 euros de monnaie fiduciaire s'il le souhaite. C'est-à-dire que
la banque doit faire en sorte que Ron, s'il a envie d'aller au distributeur et de retirer ces 100 € qu'il a empruntés, il puisse le faire. Et c'est une obligation qui, comme dit comme ça, ne pose pas vraiment de problème, c'est chiant, mais qui peut commencer à en poser un lorsqu'on rajoute plusieurs banques. Hop, ça s'en va. Voyons voir pourquoi. Imaginons, donc la banque A va prêter de l'argent à Ron, 100 €. Ok. Elle a créé ces 100 € à partir de rien, comme on vient de le voir. Et supposons que Ron va utiliser ces 100 € pour acheter un bien à Neuville. Ok. Si Neuville est dans la même banque que Ron, bah y a pas de problème, ça fait juste un transfert de compte à compte. Bon, zéro problème. En revanche, si Neuville est dans la banque B, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un petit problème qui va se créer, voyons voir ça. Nous allons voir ça. La banque A devait permettre à Ron de retirer 100 € en billets. Ok. Ron a transféré ses 100 € à Neuville, donc la banque A ne doit plus permettre à Ron de retirer 100 € puisque Ron n'a plus ses 100 €. En revanche, Neuville, en déposant ses 100 € à la banque B, oblige la banque B à lui permettre de retirer ses 100 €. Excusez-moi, j'écris très mal. Mais sauf que la banque A avait consenti à permettre à Ron de lui donner 100 € de monnaie fiduciaire. Mais la banque B, elle n'a jamais consenti à permettre à Neuville de retirer ses 100 € en monnaie fiduciaire. Elle s'est vue imposer cette obligation sortie de nulle part, sortie de la banque A. Donc là, elle est pas très contente. Enfin, on lui oblige quelque chose qu'elle n'a pas consenti à la base. C'est pas fou pour elle. Et donc, pour compenser cela, il va y avoir un transfert de monnaie banque centrale de la part de la banque A jusqu'à la banque B d'une valeur de 100 € en monnaie banque centrale. Pour compenser le fait que la banque B doive permettre à Neuville de retirer 100 € de liquidité à cause de la banque A. Maintenant, peut-être pour que vous compreniez un peu mieux, on va faire un deuxième exemple. Imaginons également que Neuville va acheter un bien à Ron d'une valeur de 40 €. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La banque A va faire un transfert de 100 € de monnaie banque centrale à la banque B. La banque B va faire un transfert de 40 € de monnaie banque centrale à la banque A. Et si jamais tout se passe par carte, tout se fait dans la même journée, il va se faire ce qu'on appelle une chambre de compensation. 100 moins 40, au final, la banque A devra donner à la banque B 60 € de monnaie banque centrale. Voilà, c'est ce qui se passe. À chaque échange qu'on fait de banque à banque, elles se compensent entre elles en utilisant des échanges de monnaie banque centrale. Donc de la monnaie, comment expliquer ça? C'est de la monnaie qui ne peut pas être utilisée pour acheter en fait. Enfin, c'est juste de la monnaie entre banque et banque centrale, c'est tout. Voilà. Maintenant, on a donc vu qu'il y a des échanges de monnaie banque centrale, voilà, entre les deux banques, même entre toutes les banques, hein, là, deux dans notre exemple. Mais la question qu'on peut se poser, qui est légitime de se poser, qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'elles se procurent cette monnaie banque centrale, les banques? Est-ce qu'elles la créent à partir de rien? Dans ce cas-là, ça n'aurait pas grand sens de se l'échanger. Enfin, si c'était elle qui l'a créée à partir de rien. Est-ce qu'elle doit se la procurer quelque part? À qui? Comment? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des contreparties? Eh bien, ça va être l'objet de cette petite partie qu'on va voir tout de suite. Eh bien, il y a deux manières, grosso modo. Soit elles empruntent à la banque centrale, soit elles empruntent sur le marché financier. Très bien. Voyons voir ça un petit peu plus précisément à l'aide de ce petit graphique. Voilà. Alors, sur ce graphique, qui paraît un peu bizarre au premier abord, on distingue 4 taux. Le taux EONIA, le taux de facilité de dépôt, le taux des facilités de prêt marginal et le taux
Refi, voilà. Pour refinancement. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, 3 de ces taux vont concerner les emprunts à la banque centrale et un de ces taux va concerner le marché interbancaire. Premièrement, voyons voir le taux refi. Le taux refi permet de faire les opérations d'open market. Ce sont les opérations les plus courantes de la banque centrale. C'est-à-dire que la banque centrale, à intervalles réguliers, pas toutes les semaines, quelque chose comme ça, va permettre aux banques d'emprunter de la monnaie banque centrale à ce taux refi. Donc l'emprunt est généralement assez court, par exemple une semaine, et en contrepartie, les banques mettent en pension des actifs sûrs auprès de la banque centrale. C'est-à-dire que la banque centrale ne va pas prêter gratuitement, elle va demander à ce qu'on mette en gage des, euh, des actifs sûrs, donc des bons trésors de l'État français, allemand, ce genre de choses, afin d'être sûr que la banque rembourse. Et donc, ce taux de refinancement, il faut bien comprendre que la banque centrale peut accepter ou non de prêter à ce taux. C'est-à-dire que par exemple, une banque commerciale va demander oui, est-ce que je peux emprunter 1 milliard de monnaie banque centrale le dimanche? Et la banque centrale va faire oui, tiens, je te les donne à ce taux-là. Ou alors elle va faire non, je t'en donne que 500 millions. Débrouille-toi pour les 500 autres millions. Ah, très bien. Donc on voit que la banque centrale quand même décide si oui ou non elle prête, comment elle prête, et elle décide du taux refi. Plus le taux est haut, plus ça va être cher de se refinancer en monnaie banque centrale, plus le taux est bas, moins ça va être cher. Mais donc les banques centrales doivent, enfin les banques commerciales pardon, doivent estimer la monnaie banque centrale qu'elles auront besoin au cours de cette semaine le plus justement possible. Donc si elles ont besoin de 1 milliard et qu'elles ont demandé 1 milliard, pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe si elles estiment mal? Ou si la banque centrale refuse de leur donner? Imaginons la banque centrale dit non, moi je te donne que 500 millions, débrouille-toi. Ah, qu'est-ce qu'elle fait la banque alors? Elle reste là à ne pas faire d'échange, à être dans la merde? Non. Il y a pour ça un taux, toujours de la banque centrale, qui s'appelle le taux des facilités de prêt marginal. Taux des facilités de prêt marginal. Donc ce taux est nécessairement supérieur au taux refi. Nécessairement. On peut voir sur le graphique, il est toujours supérieur au taux refi. Il peut être parfois plus ou moins proche. On voit qu'ici il est très éloigné, que là il est très proche, mais il est nécessairement supérieur ou égal à la limite. Et en quoi consiste ce taux? Pourquoi est-ce que les entreprises iraient emprunter à ce taux qui est forcément supérieur à l'open market, au taux refi? Eh bien parce que ce taux est tout le temps ouvert. Il est ouvert 24/24, 7 jours sur 7, normalement, plus ou moins. Et à partir de là, les banques peuvent emprunter tout le temps là-dessus. Donc, si la banque centrale refuse de leur donner toute la monnaie banque centrale qu'elle demande, les banques commerciales n'ont d'autre choix que d'aller prendre ce taux d'efficacité de prêt marginal supérieur au taux refi. En fait, c'est la banque centrale qui leur dit ok, tu veux autant de monnaie banque centrale, soit, mais tu vas douiller, tu vas payer plus. Voilà, c'est tout. A l'inverse, il existe le taux. Qu'est-ce que je fais? Il existe le taux des facilités de dépôt. Des facilités de dépôt. En quoi consiste ce taux? Ce taux, comme on le voit sur le graphique, est nécessairement inférieur au taux refi. C'est un taux pareil qui est ouvert en permanence et qui permet aux banques centrales, aux banques commerciales, pardon, ne faites pas l'erreur, aux banques commerciales de pouvoir revendre entre guillemets leur monnaie banque centrale tout le temps. Si jamais le marché interbancaire, on verra ça plus tard, leur refuse. Donc la banque commerciale, la banque centrale dit aux banques commerciales, ok, vous pouvez vendre quand vous voulez, mais bon, vous n'allez pas gagner beaucoup, faut pas déconner non plus. Voilà. Je vous donne déjà une opportunité de vente, vous n'allez pas saouler en demandant trop d'argent non plus en contrepartie. On voit, à partir là à peu près de 2014, que ce taux est inférieur à 0. Il est négatif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la banque centrale
ne veut pas que les banques commerciales utilisent ce taux. Et du coup, pour mettre en sûreté la monnaie banque centrale, leurs actifs, les banques vont devoir payer la banque centrale pour utiliser ce taux. Alors c'est un peu mystique, mais retenez juste qu'il peut être négatif ce taux et que c'est les banques commerciales qui vont payer. Voilà, c'est juste ça que ça signifie. Le pourquoi du comment, l'application réelle, demandez au professeur, c'est bien de demander au professeur aussi. Ok, il y a un quatrième taux, différent du taux de la banque centrale. Là, ces trois taux sont gérés, ces trois taux-là sont gérés par la banque centrale, noté BC majuscule. Ok. Ces trois taux-là sont gérés par la banque centrale comme elle le veut. Je pense même qu'elle a un pouvoir discrétionnaire dessus. Elle peut faire plus ou moins ce qu'elle veut sur ces taux. Tant que ça corrobore dans son objectif, tout ça, tout ça. Mais il existe un quatrième taux, le taux Eonia, ou Euribor, ce sont des taux, des noms de taux, qui sont Eonia, je sais plus comment ça s'écrit, voilà. Le taux Eonia, c'est le taux du marché interbancaire. Donc le taux du marché sur lequel va s'échanger la monnaie banque centrale entre les banques. Alors, premièrement, on va faire un distinguo très important, ne pas confondre marché financier et marché monétaire interbancaire. Monétaire ou interbancaire, qui est normalement, si je dis pas de bêtises, la même chose. Le marché monétaire, le marché interbancaire, c'est le marché sur lequel va s'échanger la monnaie banque centrale entre les banques. Nous n'y avons pas accès. On n'échange pas de monnaie banque centrale entre nous. Il est accessible uniquement aux banques. Le marché financier, à l'inverse, est accessible à tout le monde, je crois. Et sur ce marché, on s'échange des obligations, des actions, des titres financiers. Les banques y ont évidemment accès, mais les entreprises aussi et les particuliers aussi. Donc attention, on ne confond pas les deux. On ne dit pas les banques s'échangent de la monnaie banque centrale sur le marché financier, parce que c'est faux. Elles s'échangent des actions, des obligations, mais pas de la monnaie banque centrale. Ça, c'est le rôle du marché monétaire. Ok, la précision très importante est faite. Voilà, donc ce taux est donc le taux du marché. C'est un taux de marché qui va fonctionner suivant l'offre de monnaie banque centrale et la demande de monnaie banque centrale. Ok, c'est un marché. Comme on l'a vu en microéconomie et même un peu en macro, depuis peut-être même le lycée pour certains. Et donc, si on regarde un petit peu ce graphique, on remarque que le taux Eonia se situe toujours, et encore une fois c'est toujours, entre le taux des facilités de dépôt et le taux des facilités de prêt marginal. Eonia est forcément supérieur au taux des facilités de dépôt et il est forcément nécessairement inférieur au taux des facilités de prêt marginal. Facilité de prêt marginal. Encore une fois, excusez-moi pour mon écriture horrible. Et pourquoi est-ce que ça, c'est toujours vrai? J'insiste sur le mot toujours. C'est toujours. Il n'y a pas de oui, peut-être que non. Parce qu'en fait, ça relève d'une logique économique assez simple au final. Aucune banque n'accepterait d'acheter sur le marché interbancaire, donc au taux Eonia, si jamais ce taux était supérieur au taux des facilités de prêt. Ça n'aurait aucun sens. C'est-à-dire qu'elles ont une opportunité d'acheter moins cher, mais elles iraient acheter plus cher. Ça ne marche pas. Voilà, si jamais on voit que là, le taux de facilité de prêt marginal, c'est le taux maximum en fait. Et donc, si on met un taux au-dessus, personne n'ira dessus. La seule chose qui contraint les banques à aller sur le taux des facilités de prêt marginal, c'est parce que soit le marché ne peut pas leur fournir, soit la banque est là. Enfin, c'est parce que le marché ne peut pas leur fournir, et parce que la banque centrale refuse de leur fournir de la monnaie banque centrale aussi. C'est tout. Sinon, elles n'ont pas de raison d'aller sur ce taux. Et donc, il ne peut pas y avoir un taux de marché supérieur à ce taux. Imaginons
Imaginons le taux Eonia se situait à 6%, là vers 2008-2009, alors que le taux des facilités de prêt marginal était de 5%. Quel intérêt d'aller emprunter sur ce taux à 6% alors qu'il existe un autre taux toujours ouvert qui répondra à tous nos besoins moins cher? Ça n'a pas de sens, donc ça n'arrive pas. A l'inverse, aucune banque n'accepterait jamais de vendre à un taux plus faible que le taux de dépôt marginal. Pareil, le taux de dépôt marginal, les banques n'y vont que si le marché refuse de leur donner, parce qu'il ne peut pas, ou alors si jamais elles sont en état de défiance, si elles n'ont pas confiance dans la capacité de remboursement du marché, elles vont utiliser ce taux-là. Mais donc imaginons maintenant, là, vers 2004-2005, le taux des facilités de dépôt est de 1%. Imaginons le taux de marché s'établit à 0,5%. Mais pourquoi aller vendre sur ce marché qui rapportera moins que le taux des facilités de dépôt? Ça n'a aucun sens, ça n'arrive pas, c'est nécessairement supérieur. Le taux Eonia est nécessairement compris entre le taux des facilités de prêt marginal et le taux des facilités de dépôt. Ah voilà. Et maintenant on va voir une sorte de relation entre le taux au refit et le taux interbancaire. Imaginons la banque centrale cherche à réduire la liquidité. Voilà, elle veut qu'il y ait moins de liquidité, elle veut qu'il y ait moins de monnaie. Elle ne va donc plus satisfaire toutes les demandes des banques commerciales. Imaginons une banque commerciale demande, demande 1 milliard je perds le fil avec ce qui se passe dans la chambre. Demande 1 milliard à la banque commerciale, la banque centrale. La banque centrale va lui dire non, moi je te donne 500 millions. Voilà, tu te débrouilles avec 500 millions, tu fais le reste. Eh bien, à ce moment-là, il va y avoir une demande de monnaie banque centrale qui va être supérieure à l'offre sur le marché interbancaire. Logique, puisque la banque centrale ne distribue plus toute la monnaie qui est demandée, il va donc y avoir un excès de demande sur le deuxième marché, sur le marché interbancaire. Qu'est-ce qui se passe quand la demande est supérieure à l'offre? Le prix monte, et le prix en l'occurrence, c'est le taux Eonia, le taux interbancaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le taux Eonia va devenir supérieur au taux refi. Voilà, il devient supérieur au taux refi. Et c'est ce qu'on voit sur le graphique dans les années un petit peu de paix, si je puis dire, voilà, à peu près là. Le taux Eonia était supérieur, bon, c'est légèrement, mais il est supérieur au taux de refinancement de la Banque centrale. C'est-à-dire que la Banque centrale ne voyait pas l'intérêt d'injecter plus de liquidités, donc elle ne satisfaisait pas spécialement toutes les demandes en totalité. Et donc il y avait de la demande sur le marché interbancaire et les prix augmentaient. A l'inverse, quand la Banque centrale satisfait toutes les demandes facilement, que même elle baisse son taux de refinancement, eh bien, il n'y a pas besoin pour les banques de se refinancer sur le marché interbancaire, puisque leur demande est déjà satisfaite par la Banque centrale. Et bien à partir de ce moment-là, on va avoir une offre qui est supérieure à la demande. Les banques commerciales ont de la monnaie à prêter, mais elles n'ont elles n'ont aucune banque qui veut leur acheter cette monnaie. Et bien, à partir de là, offre supérieure demande, les prix vont baisser. Donc le taux Eonia va baisser et va devenir inférieur à refi. C'est-à-dire qu'il sera plus avantageux pour les banques d'aller se refinancer au taux Eonia si c'est possible. Parce que la Banque centrale donne tout ce qui est possible de donner globalement. Et c'est ce qu'on remarque après les années 2008, à peu près 2008-2009, crise des subprimes. La Banque centrale, pour sauver les banques commerciales, a massivement injecté des liquidités en baissant ses taux ou en accordant les demandes au taux refi. Et donc à partir de là, le taux Eonia est devenu inférieur au taux de refinancement.